Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Pas trop gelé aujourd'hui? Gelé dans le sens qu'il fait froid, là. Oui, il fait froid. Il fait froid. Non, mais je suis fatigué. Je suis couché trop tard hier. Aïe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur ou... mon produit, puis là, veux pas, on s'ambitionne toujours un peu. Donc, c'est la semaine où j'ai mes enfants. Donc, à 7h20 ce matin, j'étais debout pour aller porter mon gars à son école. Donc, ça m'a fait une petite nuit. 7h20 debout, le cadran? Ouais. Pour moi, c'est tôt, ça. C'est quasiment l'après-midi pour moi. Ah oui, écoute, moi, je suis un lève tard et un couche tard. Bon. Quand je me suis couché, probablement que ça faisait déjà plusieurs heures que toi, tu dormais. Certainement, oui. Mario, tu vas être conférencier prochainement à MSDev Montréal, hein? Oui, c'est vrai. Hey, merci de me donner la chance d'en glisser un mot. Le 15 décembre, c'est une conférence qu'on devait faire originalement le 8 décembre, mais là, ça a été reporté d'une semaine. Il y a des travaux chez Microsoft. Puis, moi, je vais faire une intro, une espèce de cours 101 de ce qu'il faut comprendre du HTTP, du protocole HTTP quand on est développeur. Donc, pas du point de vue d'un utilisateur, mais plus pour un développeur. Par la suite, Maxime Rouillet, lui, va faire, à la suite de ma présentation, lui, il va présenter un produit pour être capable de pouvoir faire le suivi, ou en tout cas le débogage justement des requêtes HTTP. Je pense que dans Chrome, là, il y a Fiddler, il va parler de Fiddler, puis aussi des outils de développeurs de Chrome. Oui, mais je pense qu'il va mettre plus l'emphase sur Fiddler, parce qu'on peut aller un peu plus loin que ce qu'on peut faire avec Chrome. Il va jouer du violon. Oui, tout à fait. Donc, ça s'en vient, ça, le 15 décembre, MSDev Montréal. Puis, aujourd'hui, notre invité est Pascal Lorrain. Bonjour. Salut. Va bien, Pascal? Oui, ça va très bien. Pascal, écoute, tu nous as forcé à faire un peu de gymnastique d'horaire parce que on devait pas te recevoir au mois de décembre. On avait autre chose à planifier qu'on va juste reporter un peu plus tard dans l'année. Parce que tu nous as contacté il y a 2 semaines, 3 semaines en disant « Hey les boys, il y a eu des grosses annonces faites par Microsoft justement dans le mois d'octobre. Ça change beaucoup la donne. Il me semble que c'est important qu'on en parle. » Puis, on était tous les deux d'accord. Hein? Ah oui. On dit « Oui, c'est vrai, c'est vraiment une révolution chez Microsoft. » Puis là, tu as dit, écoutez, moi, j'ai fait le tour, j'ai pas mal fait une bonne synthèse de toutes ces nouvelles-là, donc on pourrait en discuter, puis c'est ce qui explique ta présence ici, aujourd'hui. On veut justement faire un récapitulatif de peut-être ce qui est annoncé par Microsoft. Oui. Mais avant d'aller de l'avant et de discuter plus à fond justement de ces annonces-là, la formule de l'émission, c'est toujours la même. On commence par présenter un peu une courte biographie de notre invité. Ça permet aux auditeurs de pouvoir te situer, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ce qui est Pascal Lorrain. Puis ensuite, on fait l'émission. Écoute, Pascal, tu dois faire quoi, une quinzaine d'années que tu es développeur? Presque, ça fait 14 ans. Là. Ouais, hein, dans le fond, c'est simple, j'ai commencé quand .NET est sorti. Ah, donc presque au début des années 2000. C'est fin 2000, 2001, je pense, la annonce. Là. J'ai commencé avec les versions bêta. Parce que avant ça, t'as quoi, un diplôme collégial ou universitaire? Ben, j'ai les deux. J'ai fait une technique, j'ai été travailler. Je me suis rendu compte que pour qu'est-ce que je voulais faire, le genre de travail de programmeur que je voulais faire, ça me prendrait un bac. Donc, t'as fait une technique, toi, en programmation? Technique, c'était programmation aussi, gestion de réseautique et ces choses-là. Mais comme je voulais vraiment faire de la programmation, j'ai été faire un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. As-tu fait le bac Math-Info? Oui, c'était le programme Math-Info. C'était surtout le programme coopératif, donc avec des stages. Donc, ça m'a permis de connaître bien des choses. Donc, un de mes stages, c'était de travailler dans une petite compagnie ici à Longueuil, dans le fond, Exi, là, font des composantes. .NET. Avant, c'était des composantes VB, VB6, ces choses-là. Donc, c'est là que j'ai vraiment eu la première expérience en .NET c'était encore bêta, dans le fond. Là. Tout à fait. Puis, là, tu finis l'école, tu commences sur le marché du travail. Est-ce que Exceed, c'était ton premier employeur ou tu t'es retrouvé après ton stage à choisir un emploi ailleurs? Ou?
J'ai été travailler ailleurs après ça parce que c'était quand même le début des années 2002-2003. L'emploi était peut-être un peu plus bas, surtout pour ceux qui sortent de l'université. Donc, Cette crash, ça a la pris, bulle informatique avait Avec éclaté. C'est ça. Donc, ça a pris un petit bout de temps, mais je me suis trouvé un emploi à Montréal, là, dans une firme un peu plus finance. Donc, je me suis fait les dents dans cette place-là. Là. Ouais. Puis, écoute, c'est pas la première fois que tu viens à l'émission, parce qu'on a déjà fait une émission avec toi il y a quoi, peut-être 2 ans maintenant? Non, c'est en 2009. Oh, wow! Wow! Ouais. Hey, ça fait 5 ans. Ouais. Ça va donc bien vite. mais c'était quand même un sujet assez d'avant-garde qu'on avait fait à ce moment-là, parce qu'on l'avait fait sur justement les spécifications exécutables. Oui. Ça fait 5 ans. Wow! Ouais. J'aurais jamais cru que ça faisait... Bon Dieu, que le temps passe vite. Mais tu sais que nous, on vient de célébrer notre 10e anniversaire de 10 ans de podcast. Puis, donc, à l'époque, justement, tu venais de finir, c'était chez Fédéral, la firme où Oui, ce que tu étais, oui, puis tu nous as oui, raconté un peu Fédéral toute ton aventure là-bas, ce que tu avais fait au niveau des tests fonctionnels. Puis, donc, de Fédéral, je pense que t'es allé où est-ce que tu travailles maintenant? Non. J'ai fait un an. Ah oui, t'étais à ton compte? Même avant ça, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un an, j'ai été travailler à l'étranger. Ah oui, hey, Donc, mon Dieu. un an travailler en Angleterre. Donc, expérience. Pour une firme assez sexy. Oui, c'était assez intéressant. C'était McLaren Racing. Donc, L'équipe de course F1, là. L'équipe de course F1, oui. McLaren, là. Oui, McLaren. Oui. McLaren, donc beaucoup d'ingénieurs, mais au niveau des logiciels, ils ont quand même besoin de sauvegarder des données dans des bases de données, faire des logiciels pour faire de l'analyse des données, toutes ces choses-là. Donc, on était quelques programmeurs à travailler là-dessus, ils avaient besoin d'un coup de main, donc j'étais comme consultant. C'est vrai, tu étais expatrié en Angleterre, Oui. Puis tu es revenu. Exact. J'ai été travailler au Fonds de solidarité pendant une année. Après ça, j'étais à mon compte pendant presque 2 ans. Presque 2 ans à mon compte. Puis là, j'ai commencé cet été, dans le fond, ce printemps, chez Gsoft. Donc, parcours à peu près assez classique d'un informaticien. Peut-être pas le fait que tu as été à l'extérieur, mais tu sais, aujourd'hui, on connaît. En tout cas, si moi je rencontrerais un développeur qui dirait, moi, ça fait 20 ans que je travaille au même endroit, je trouverais ça, je serais un peu. Tu sais, avant, c'était ce qui était la norme. La stabilité. Maintenant, ça serait un peu anormal. On dirait, mais qu'est-ce qui va pas avec ce gars-là? Est-ce que c'est normal de changer d'emploi? Puis de... Ouais, ça dépend des mentalités, parce que j'en connais qui est de mon âge, dans le fond, que ça fait 12, 13, 14 ans qu'ils sont à la même endroit. Eux, ça fait bien, sa stabilité, la famille est arrivée, sont vraiment contents, des bonnes conditions de travail, fonds de pension, ces choses-là. Moi, j'avoue que je suis un peu plus curieux, ça me prend de l'action, ça me prend du changement. Des bonnes conditions de travail, mais tu sais, les hausses de salaire sont quand même assez minimes, là, c'est quoi, 3%, 4%. Souvent, quand tu changes d'emploi, c'est là que tu peux faire vraiment un saut quantique. Il n'y a pas juste ça. Là. Il y a des grandes compagnies, là, ils ont des fonds de pension intéressants. Puis c'est un avantage intéressant là, pour... Puis contrairement au gouvernement, tu n'es peut-être pas obligé de rembourser 20 ans plus tard. Donc, écoute... aussi, il y a quoi maintenant? Quelques années, tu as reçu la reconnaissance MVP de Microsoft. Oui, ça fait 2 ans maintenant que je suis MVP C#. Puis ça découlait du fait que tu es fortement impliqué dans la communauté MSDev Montréal. Oui. Puis facilement 4-5 ans aussi. Quand je suis revenu, dans le fond, 2011, j'ai commencé à m'impliquer. Donc, quelques présentations, surtout de l'organisation, aider avec... les différents groupes, donc bloguer, ces choses-là, podcast. puis forcément, tu sais, quand on commence à t'intéresser à ça, on se met à suivre beaucoup l'actualité, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ce qui t'a amené à t'intéresser à ce que Microsoft a annoncé. C'était quelle date que l'annonce a été faite? C'est le 12 novembre. Donc, le 12 novembre, à New York, Microsoft, à quelques jours de vie, avise la communauté. On va faire une présentation, une conférence. Ça s'appelait Connect. Mais c'était pas une conférence avec des gens dans la salle.
C'était une série de keynote, là, une série de keynote. Il y avait des gens sur place. Sur place. C'est l'occasion de faire des annonces sur des nouvelles choses. Je trouvais ça un peu bizarre parce que d'habitude, on avait plus la conférence Build, qu'on avait beaucoup de ce genre d'annonces-là. Mais Connect était vraiment plus, je pense, au niveau des développeurs. Oui, la conférence Build, c'est organisé par l'équipe qui construit Windows. Ouais. OK, donc on voit que c'est des équipes qui sont différentes, donc qui ont des cycles de release différents, puis aussi ils ont des besoins de communication qui sont différents. Fait que Connect, c'était une journée de keynote, puis il y avait une deuxième journée aussi sur Channel 9 qui était finalement un petit peu plus deep là, sur certains sujets. Puis, plus en profondeur. Plus en profondeur, puis aussi beaucoup de Q&A, questions-réponses. Les gens pouvaient poser des questions. Ça, c'est un bon point parce que c'est vraiment comme le nouveau type de conférence qu'on peut voir. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui sont déplacés, mais il y avait un gros auditoire qui est en ligne. Ouais. Parce que maintenant... avec les qualités de communication qu'on a, on n'a pas forcément besoin d'être présent pour assister à une conférence. Puis toutes les sessions des 2 journées sont disponibles en streaming du site de Channel 9. Donc, tout ce qu'on va discuter ça aujourd'hui, si vous voulez aller plus en détail, juste aller sur Channel 9, chercher pour Connect. C'est ça, toutes les conférences, toutes les vidéos, toutes les keynotes sont disponibles encore sur Internet. C'était pas juste live, là. On peut dire, peut-être que ça va être un peu fort ce que je vais lancer, mais à mon avis, à moi, la dernière fois qu'il y avait eu une annonce de Microsoft qui avait autant d'impact sur, ou en tout cas comme révolution, pour moi, je pense que ça remontait justement à 2000, quand Microsoft a annoncé .NET. Donc à l'époque, ça s'appelait même pas .NET, ils appelaient ça plus? Non, c'était Windows Next Generation Services. Oui. Ah oui. Écoute, là, on est 1999-2000, je me souviens, par Bill Gates. C'était à la conférence leur Professional Developer Conference, le PDC, de 2000 à Orlando. Moi, je sais, j'étais dans la salle et bon, j'allais là parce que je m'intéressais, j'avais fait une migration vers le monde Java depuis 2-3 ans à cette époque-là. Je souffrais beaucoup parce que l'outillage était vraiment pas bon. Là. Quand tu étais habitué d'utiliser des outils Microsoft, là, tu tombais dans l'outillage. Puis j'avais décidé d'aller voir la conférence Microsoft en me disant, bon, on va leur donner une autre chance parce que justement, quand tu n'es pas satisfait, tu cherches quelque chose de mieux. Et je me souviens à cette conférence-là d'avoir sorti des annonces en faisant comme, oh, OK, là, Microsoft vient d'annoncer quelque chose d'important. Et c'était .NET. Et donc, le 12 novembre, Microsoft a annoncé quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé plusieurs choses. Mais la chose principale... Je pense la première chose qu'ils ont dit, puis moi qui m'a plus parlé, c'est que .NET va être open source. Donc, on peut quasiment dire que Microsoft a comme officialisé, nous avons pris le virage open source. Parce qu'on sait, nous, à l'interne, qu'il y avait beaucoup de projets où on utilisait l'open source, mais c'est comme si, là, ils mettaient l'étiquette nous sommes une compagnie qui embrasse l'open source. De là à dire que c'est la compagnie au complet qui embrasse l'open source, c'est peut-être un petit peu grand, là, mais en tout cas, au niveau du développement, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est ça, les équipes de développement. Ça faisait déjà quelques années qu'il y avait des petits produits à gauche, à droite, ASP.NET, on avait entendu le compilateur, nouveau compilateur C# VB qui était open source, tranquillement, pas vite. Puis là, cette année, c'est la grosse annonce qui disent que non seulement les outils, non seulement le compilateur, mais aussi le framework en tant que tel va être, les sources vont être disponibles, puis on va pouvoir travailler comme n'importe quel projet open source. Ça veut dire que les gens peuvent aussi contribuer, peuvent envoyer des pull requests, poser des questions, peut-être influencer un petit peu comment que les travaux avancent là, sur le développement du framework. Là. Donc, à quelque part, si on ferait un parallèle, le projet emblématique de ce qui serait une culture open source, on pourrait dire que ça pourrait être le développement de Linux. Le système d'exploitation qui se fait quoi depuis 2003-2004, ce produit-là est développé par une large communauté avec quand même un chef d'orchestre assez puissant qui contrôle la vision du produit.
à quelque part, le framework.net, à partir d'aujourd'hui, devient un projet open source de la même nature, où il y a des employés de Microsoft qui vont être des contributeurs. Il va aussi avoir des employés de Microsoft qui vont garder quand même la vision. Oui. Mais, un peu comme n'importe qui pouvait contribuer une patch à Linux et dire, je vais faire un pull request. Donc, demander justement aux gens qui gèrent le cœur, pourriez-vous intégrer ça dans le produit? Quelqu'un pourrait faire une ajout comme ça pour le framework.net. Oui, des ajouts. Il faut faire attention quand même. Là. Ils peuvent faire la demande. Ils peuvent faire la demande. Évidemment, c'est le tout début. Là. C'est la première fois qu'il y a quelque chose d'aussi gros chez Microsoft qui va être géré de façon open source. Donc, ils vont pas accepter n'importe quoi. C'est pas n'importe qui peut arriver avec « Ah, moi, je veux telle fonctionnalité, je vais la demander. » Initialement, ça va être surtout pour des correctifs, que si on trouve des bugs, des tests, de la documentation, des petites choses qu'on voit que, oups, on a des problèmes de performance. Là, on va peut-être pouvoir envoyer une pull request puis discuter avec les équipes de produits, dire « Regardez, cette partie-là, comment que c'est implémenté aujourd'hui, il y a peut-être des problématiques, on pourrait peut-être l'améliorer. » Puis historiquement, le framework.net, Microsoft, leur vision, c'était de dire, écoute, nous autres, c'est un produit propriétaire, il faut que ça roule sous Windows. Ouais. Et on est prêt à accepter qu'il y a une multitude de langages, mais le framework lui-même, la version que tu peux installer, c'est une version Windows parce qu'on veut vendre des licences de Windows. Là, le discours vient de changer à 180 degrés. Ou 360 degrés même, hein? Parce que c'est plus vaste même que 180 degrés. C'est-à-dire que ce que Microsoft dit maintenant, c'est il est dans le domaine open source, donc n'importe qui peut le prendre et le faire rouler sous un Mac, sous Linux. Et d'ailleurs, lors de cette conférence-là, c'est une des choses qu'ils ont fait. Oui, c'est une autre grosse annonce qu'ils ont dit. C'est que cette version-là, open source, qui va être distribuée et supportée par Microsoft, va pouvoir s'exécuter aussi sur Linux et macOS X. Donc, un produit, dans le fond, on développe des applications sur .NET. Si on le déploie sur un Linux, un Mac OS X, et qu'on a des problèmes, on peut appeler Microsoft, on va avoir du support. Donc, ça, pour moi, c'est assez gros aussi. C'est quelque chose. Mais là, on parle pas du framework au complet, hein, qui va être... C'est plus ASP.NET. Il existe plusieurs saveurs du framework, des CLR. C'est un peu mélangeant tout ça. Peut-être celui qu'on connaît le plus, c'est le .NET Framework, le gros, le complet. C'est ça, full on en a eu d'autres qu'on a connus qui sont, par exemple, Silverlight, ceux qui ont déjà entendu parler. Ça, c'est une autre version. Il y a eu pour les téléphones qui est un dérivé de ça. WinRT, même chose. Donc, c'est la version qui est open source, vraiment, sur un mode complet open source. C'est un dérivé de ce qui était Silverlight et qui est utilisé pour les prochaines versions de ASP.NET. Mais là, si je t'entends bien, on s'entend, ce qui est difficile souvent quand on fait du multiplateforme, c'est la partie couche de présentation. Donc là, le WPF, est-ce qu'il roule en natif sur un Mac, en natif sur Linux? Non, c'est problématique. Ça va prendre du temps. S'ils font un jour, on ne le sait pas. Parce que c'est très, très, très couplé avec Windows. Oui, mais tu as bien résumé tout à l'heure, là. Ce qui va être disponible sur macOS X puis sur Linux, c'est ce qui sert à rouler ASP.NET. Ouais. Donc, c'est le framework qui sert à rouler ASP.NET. C'est le premier target. C'est la première chose qu'ils veulent faire, s'assurer qu'ASP.NET puisse rouler multiplateforme. Exact. Donc, c'est pas le framework au complet, là. J'imagine qu'ils vont tranquillement releaser d'autres portions. L'idée, c'est si vous avez un site ASP.NET MVC, vous n'êtes pas obligé forcément de le rouler sur un serveur Windows. Vous pourriez le rouler sur un serveur Linux, puis n'importe quelle variante qui existe, parce qu'il y en a une multitude dans les produits, dans ceux qui commercialisent un kernel Linux, et ça devrait marcher. Puis même ce que Microsoft dit, c'est on va vous supporter si vous faites ça. Exact. Puis là, on peut se poser la question, pourquoi Microsoft ferait ça? Ils font pas d'argent, les autres, à vendre du Linux. Donc, peut-être... Directement, non. Indirectement, un peu. Indirectement un peu, parce que si ta machine Linux, tu vas peut-être vouloir la rouler sur Azure. Exact. Et puis là, c'est des revenus pour Microsoft. C'est ça, c'est que au début du 21e siècle, en 2000, on vendait un produit qui était un système d'exploitation. La réalité, maintenant, les revenus chez Microsoft sont plus les revenus de vendre la licence de Windows,
ça continue à être une partie de leurs revenus, mais ça va être des revenus en baisse année après année. Puis ce qui est en croissance, c'est vendre de l'hébergement sur leur cloud Azure. Et là, l'hébergement sur le cloud Azure, depuis le début, Microsoft a été totalement agnostique. C'est-à-dire, tu veux du Linux, tu veux du Mac. Des fois, il y avait des contraintes légales pour Macintosh, là. C'est plutôt Apple qui veut le Linux. Mais si tu veux du Linux, si tu veux du Windows, nous, pas de problème. Puis n'importe quel serveur, tu veux héberger du PHP, tu veux héberger des sites ASP.NET, du Ruby, du Java. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, tu sais peut-être un peu plus les chiffres, mais c'est quand même des assez hauts pourcentages de machines Linux qui sont sur... Linux, c'est à peu près 30% là, des VM là, qui roulent... Donc, 3 sur 10. Oui. Puis ça va juste ça va augmenter, là, ce nombre-là. Oui. Puis parce qu'à toutes les fois que tu roules sur Azure, Microsoft, eux autres, ils encaissent aussi des sous. Ben, ils chargent à l'heure. Puis c'est ça la nouvelle donne économique. C'est que l'argent va provenir maintenant de l'hébergement sur le cloud, du service, de la vente de services plutôt que de la vente de produits. C'est les services et les devices. Dans le fond, Microsoft, c'est là-dessus qu'ils mettent leur avenir, là. Device and Services. Puis dans cette optique-là, eux ont considéré que stratégiquement, c'était une bonne stratégie d'adopter l'open source, donc à quelque part, vu qu'il n'y a plus un avantage concurrentiel ou un différenciateur, ils sont probablement dit, on va le laisser aller dans la communauté pour qu'il y ait le maximum d'innovation qui puisse se faire sur ce patrimoine-là, parce que patrimoine.net est quand même un gros patrimoine. Hein. Oui, effectivement. Fait que là, on parle du framework qui va être disponible en mode open source. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce? Encore une fois un peu sur le côté open source. Une autre nouvelle qui a peut-être passé un peu plus inaperçue, mais Microsoft, comme organisation, a décidé de miser sur le site web, la plateforme GitHub. Donc, le site, je ne sais pas si vous connaissez ça un peu, pour héberger nos sources, un peu comme Visual Studio Online, je crois. Oui. De Microsoft. Il y a d'autres, il y avait peut-être SourceForge, Codeplex aussi qu'on connaissait un peu plus dans le monde Microsoft. Donc, Microsoft ont décidé pour tous leurs efforts d'open source, allaient héberger leurs sources où est-ce que les gens sont, où est-ce que les gens veulent travailler. La plateforme, le site GitHub est vraiment très populaire en général. Ça aussi, c'est assez étrange à quelque part parce qu'on serait porté à penser que Microsoft serait dit, on va prendre une partie de notre Visual Studio Online et on va essayer d'en faire maintenant un endroit où est-ce qu'on a des projets open source. Mais en fait, sur Codeplex. Sur Codeplex. Oui, Microsoft a déjà une plateforme qui est similaire. Mais ils ont déjà une plateforme, puis elle existe depuis maintenant presque 10 ans, Codeplex. Et elle n'a jamais fonctionné, en tout cas à pleine valeur. Hein. Ça a toujours été... c'est beaucoup ça de projets. Ça n'a pas été adopté par... ça a été adopté par les gens qui faisaient du .NET, là, qui étaient sur le stack Microsoft, là, mais pas sur les autres plateformes. Mais c'est comme si, d'un point de vue, Microsoft se dit, regarde, on n'a pas envie, nous autres, commencer à faire une guerre là-dessus. On va aller où est-ce que les gens sont. Dans le fond, c'est surtout commencent de plus en plus à changer la mentalité. Donc, le syndrome de on l'a pas inventé ici, donc il faut le réécrire nous-mêmes. Tranquillement, pas vite, va commencer à se dire, si ça existe, c'est populaire, les gens sont habitués, on va aller où est-ce qu'ils sont. Donc, c'est un peu ça aussi dans la plateforme ASP.NET. Ouais. Ils ont décidé d'aller vers des plateformes pour la gestion, comment on peut dire, la gestion des packages côté plus client-side, JavaScript. Ouais. Donc, utiliser Bower, NPM, donc pour Node, toutes ces choses-là. Ils ont des intégrations maintenant dans Visual Studio pour faire cette chose. C'est dans le fond, cette gestion-là de nos packages. Puis, au lieu de tout simplement le réécrire eux-mêmes, puis de tout refaire eux-mêmes à chaque fois, pour tout ce qui se passe aujourd'hui, là, avec les devices, les iOS, les tablettes, les sites web, ça part dans toutes les directions. Si Microsoft faudrait qu'ils développent leur propre solution à chaque fois pour chaque problème, ils finiront plus, là. Non. Ça, c'est un changement de mentalité important, là. Avant, Microsoft, c'était il existe quelque chose de bien, on réécrit quelque chose de on va le copier. On fait notre version. On fait notre version, puis on essaie de la pousser. Mais là, ça va tellement vite maintenant là, que ça n'a plus aucun bon sens. Là. Fait qu'il y a un gros virage Git chez Microsoft. Là.
Une forte adoption de Git et du modèle de développement qui a été promu par la communauté open source depuis maintenant plus de 10 ans. On parlait de pull request, c'est-à-dire les revues de code vont se faire avec cette approche-là. Exact. Puis, tout l'outillage, puis on va le voir, là, ils ont peut-être fait certaines annonces, mais on va le voir dans leurs produits, même Microsoft TFS puis Visual Studio Online. Tout l'outillage va aussi s'aligner vers cette façon de faire-là. Oui, je pense que les outils, ça c'est... Dans le fond, nous, on est assez choyeux, là, on s'en rend peut-être pas compte, là, mais dans Visual Studio, c'est vraiment un éditeur, c'est incroyable. Moi, je travaille là-dedans tous les jours. Mais au fil du temps, il y a de plus en plus de choses qui rentrent là-dedans. Là. C'est de plus en plus gros, de plus en plus lourd aussi. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui ont voulu se dire, OK, non, ça commence à être trop de la machinerie lourde quand on veut juste faire des petits sites web. Ils ont commencé à utiliser toutes sortes d'outils externes. Puis là, Visual Studio, ils savent bien que, bon, OK, on veut quand même garder les gens proches de nos outils, proches de nos choses. Donc, ils ont voulu aller les chercher un petit peu aussi là-dessus. Là. Il y a aussi un nouveau, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une nouvelle version de Visual Studio qui va être proposée pour les développeurs qui ne sont pas des développeurs professionnels ou business ou entreprises. Visual Studio Community ou Community Edition. Ouais. Donc, je sais pas ça commence avec la version 2013, donc la version courante. Oui, la version, je pense même que je suis pas sûr si c'est un bêta présentement ou c'est une version complète. C'est une version complète. Okay. Ouais. Bon, historiquement, les gens, nos auditeurs sont familiers, il y avait 3 éditions. La professionnelle, qui était l'édition d'entrée, qui coûtait... assez cher, mais... 1000 $ peut-être. Ou 1000 €. Après ça, tu avais la version premium et enfin la version Ultimate. Puis tu avais toutes les versions gratuites, là, les Express. Les versions Express. Fait que là, tu avais une version Express pour les Windows Form. Tu avais une version Express pour le web. Tu avais une version Express C++. C'était merdique. Puis là, ce que Microsoft a décidé de faire, c'est qu'ils ont dit, garde notre Pro, là, ça va devenir notre version communautaire, gratuite. À peu près, là, parce que tu vas avoir les mêmes capacités que tu avais dans Pro. Oui, non. Là. Il y a certaines fonctionnalités qui sont pas incluses. Les fonctionnalités d'entreprise, comme développement Office, SharePoint. Il y a une couple de choses comme ça là, qui vont rester dans la version payante, dans la version on peut Pro. s'entendre, c'est 90%, 95% du produit le gros problème, la version. Ouais, le gros problème qu'il y avait avec la version Express, qui était gratuite aussi, c'était qu'il n'y avait pas de add-in, il n'y avait pas d'extension. Ouais. Donc, tout ce qui était les ReSharper, il y avait des outils de test unitaire, il y a toutes sortes d'outils qui s'intégraient, puis qui font que c'était très bien de travailler avec Visual Studio. On n'a pas accès avec ça dans la version Express. Donc, on ne pouvait pas faire grand-chose avec ça. Les gens l'utilisaient pas beaucoup de toute façon. Ouais. Donc, avec le Community, on peut avoir toutes les extensions comme on a présentement dans une version Pro. C'est totalement gratuit, ça? Totalement gratuit, sauf... Il y a des... dans le fond, c'est gratuit pour des étudiants, des petites organisations. Définis petites organisations. Il y a plusieurs... je connais pas les règles par cœur, mais c'était quelque chose comme... faut avoir moins de 250 ordinateurs dans l'entreprise, faut avoir moins de 5 développeurs, un chiffre d'affaires de moins d'un demi-million. Quelque chose comme ça. Là. Mais... Donc, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont des entreprises à but lucratif là, qui vont pouvoir quand même bénéficier de cette version gratuite-là. Oui. Si on pense juste un développeur qui veut faire des applications sur son téléphone Windows Phone, peut développer une application qui va vendre dans le store. Il n'y a pas de problème, autant qu'on respecte les limites. Et un développeur individuel va pouvoir l'utiliser. Un étudiant va pouvoir l'utiliser. Quand tu codes des produits open source, donc si tu es une entreprise... Open source aussi, OK, qui développe des produits open source qui vont être réalisés sous ce format-là, vont pouvoir l'utiliser. Puis les entreprises commerciales, là, avec on a mentionné quelques paramètres, là, vont quand même pouvoir utiliser un certain nombre de ces licences. C'est quand même important là, chez Microsoft. Là. On donne Visual Studio Pro là, quasiment là. Ouais. Mais je pense que derrière ça, il y a aussi une volonté de empêcher de la compétition, de dire, puisqu'il y a trop de barrières tarifaires et tout, on va créer un produit que nous, on va offrir à moindre coût.
Regarde du côté de Apple, les outils de développement sont tous gratuits, là. Gratuits, là. Il faut que Microsoft regarde ce qui se fait un petit peu sur le marché, puis offre quelque chose d'équivalent, là. Sinon, ils sont pas dans le modèle, là. Ils sont pas dans les façons de faire modernes. C'est moins attrayant pour des petites shops, des startups, par exemple, ou des développeurs de produits open source. Donc, il y a ça qui est annoncé. C'est quand même bien, ça, là. Oui, c'est une grosse annonce. Mm-hmm. Puis, donc, on parle d'adoption d'open source. On essaie de faire en sorte même que nos produits s'en aillent de plus en plus vers le chemin de la gratuité. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a autre chose qui est annoncé? Quelques petites annonces un petit peu par la banque sont arrivées, que je trouvais quand même assez intéressant. Au niveau de cross-platform, donc de développement multiplateforme, Windows, Linux, Mac OS X. Entre autres que la compagnie Xamarin, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. On a fait des émissions dernièrement. Oui, là-dessus. Donc, Xamarin qui développe des produits pour faire du développement C#, on va pouvoir faire des applications Android, iOS. Mm-hmm. Ce que j'ai aimé dans le keynote de Soma, c'est que Soma a dit clairement, voici deux solutions. Vous pouvez utiliser le PhoneGap Cordova, Cordova. qu'on inclut maintenant dans Visual Studio pour développer vos applications mobiles. Okay? Donc, si votre background c'est HTML, voici une voie. Et l'autre voie, si votre background est plus du développement C#, notre partenaire, c'est Xamarin. Vous avez deux choix. Puis ça a été clair. Là. On parlait, il y a quelques émissions, là, Mario, on a mentionné le fait que, mais c'était pas clair la direction que Microsoft, est-ce qu'il supporte Xamarin ou est-ce qu'il supporte Cordova, tout ça? Là, c'était clair. Vous avez deux choix. C'est des choix qui sont égaux. Vous faites votre choix, puis... ça dépend plus de ton bagage. Si tu viens plus d'un monde... tu as fait du JavaScript, du HTML tout le long de ta vie, tu ne seras pas vraiment intéressé à faire du C# basé sur avec une saveur très WPF. Mais si tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est du C# WPF, tu vas aimer Xamarin parce que tu vas trouver que c'est ton langage. Fait que moi, ce que j'ai aimé, là, c'est le fait que ce partnership-là soit maintenant clairement bien défini. Il considère Xamarin comme des partenaires. OK. L'autre chose aussi qui était assez peut-être surprenant, ils ont annoncé un émulateur Android. Microsoft a développé leur propre émulateur Android. Oui, mais l'émulateur Android de Google, c'est de la merde. On s'entend. Ouais, ça, j'ai entendu dire. Il y en avait d'autres aussi. Genymotion. Genymotion, c'est un produit commercial. Il y a Xamarin qui a développé le leur, qui roule sur VirtualBox. Ça, ou l'autre, c'est VMware. Celui de Xamarin, il est parfait pour les machines Macintosh, entre autres. Ouais. Mais là, quand tu arrives sur une machine Windows, là, tu étais toujours en conflit avec la technologie de virtualisation de Microsoft. Ouais. Là, derrière ça, l'annonce de Microsoft, c'est plus vaste que ça. C'est de dire, nous, on veut que notre outil Visual Studio, ça soit le meilleur outil pour faire du développement mobile. Oui, on va travailler en partenariat avec Xamarin. Puis Xamarin font l'outillage de façon très professionnelle pour le Mac, mais tout ce qui était Windows sont toujours dit, nous autres, on vous laisse utiliser Visual Studio. Mais il ne faut pas que Visual Studio tire de la patte. Là, ce qui est bien, c'est que Microsoft dit non, on ne tirera pas de la patte. On va même vous fournir des émulateurs. Le premier qu'on vous offre tout de suite, celui pour Google Android, parce que vraiment, c'est une souffrance pour ceux qui développent. Mais on peut s'attendre. C'est sûr qu'il y a des questions légales, mais on peut s'attendre un jour que Microsoft va arriver en disant ça, on a aussi des émulateurs pour iOS, pour Apple iOS. C'est sûr qu'Apple essaie de mettre le plus de bâtons dans les roues. Noël s'en vient, hein? Puis le Père Noël s'en vient ou... on peut s'attendre à ça parce que s'ils veulent vraiment fournir le meilleur environnement, il faut qu'ils soient capables de fournir des émulateurs pour toutes ces grandes plateformes. Oui, mais c'est pas là... C'est Apple qui gère ça, c'est Apple Oui, c'est ça. Là. Le problème, c'est pas Microsoft, c'est pas Xamarin, c'est pas Google, c'est Apple. Une chose qui est sûre, c'est qu'on peut s'attendre que tous les cerveaux des possibles vont se mettre à regarder est-ce qu'il y a moyen de pouvoir le faire légalement? Légalement, non. Non. C'est une bataille d'avocats plus que d'autres choses. Là. Apple ne veut pas qu'on développe, on déploie des applications dans des émulateurs
sur une autre machine qu'un Macintosh, uniquement. Fait que ça, c'est question réglée. Jusqu'à temps qu'ils changent d'idée. Hein? Regarde, Microsoft évolue. On ne sait pas, un jour, peut-être qu'Apple va permettre de... Pour la petite histoire, on se souvient que dans les années 90, à un moment donné, les produits Apple avaient 30-40% de part de marché. À la fin des années, 10 ans plus tard, il n'était plus qu'à 2 ou 3% de part de marché. C'est d'ailleurs Microsoft qui a sorti de la banqueroute à Apple à la fin des années 90. Là, ils sont bons. Steve Jobs est revenu dans l'entreprise et ils ont reparti de plus belle. Mais il n'y a rien qui nous dit pas que dans 10 ans d'ici, ce ne sera pas Apple qui aura plus beaucoup de part de marché. Puis là, va se dire, bon, ma stratégie n'a peut-être pas de bon sens. Il faut que je la change. Ou tout simplement comprendre que, d'un point de vue commercial, ça vaut la peine que mon émulateur roule sur Windows ou sur Linux pour que les gens puissent développer dessus. C'est tout simplement. Quoi qu'il en soit, la vision de Microsoft, c'est de dire on veut fournir le meilleur outillage pour faire du développement, pas juste pour les plateformes Windows, mais pour les plateformes mobiles. Puis la différence technique là, comparée au produit de Genymotion ou celui de Xamarin, c'est qu'ils utilisent tous les deux VirtualBox. Celui-là va utiliser la technologie de virtualisation native qui est dans Windows 8. Hyper-V. Donc, Hyper-V. Effectivement. Donc, ça va rouler nativement sur Windows. Là, Guy était là avec le bout des doigts puis il cherchait. Comment ça s'appelle? As-tu vieilli, mon Guy? Hein? Tu cherches tes mots. Hein? Hyper-V. Pardon? Ça va être aussi beaucoup plus facile pour les développeurs qui faisaient aussi du développement Windows Phone parce que l'émulateur Windows Phone, c'est Hyper-V. Ben oui. Donc, quand on voulait essayer notre application en Android, il fallait désactiver Hyper-V, partir VMware ou partir VirtualBox. Donc, c'était vraiment difficile de faire essayer un, essayer l'autre. Encore là, c'est ça, c'est un changement de philosophie important. Là, les développeurs avaient un problème, pas à rouler l'émulateur Windows Phone, mais l'émulateur Android, puis Microsoft arrive avec une solution. C'est quand même un changement important de philosophie, là. Ouais, mais je pense aussi que Microsoft a compris que s'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent vraiment aller facilement chercher des développeurs parce que l'outillage est pas si étoffé que ça, c'est bien dans la communauté Android parce que, un peu comme la communauté Java a toujours été l'enfant pauvre de l'outillage, il a fallu qu'il y ait un projet open source avec Eclipse pour que la communauté se dise, bon, on va le faire parce qu'il semble qu'il n'y a pas une compagnie capable de nous faire un outil qui a de l'allure. Ben là, du côté Android, il y a un peu le même effet. Puis là, les compagnies comme Xamarin en a tiré parti, mais Microsoft veut aussi en tirer parti parce que, reste que Android, c'est la plateforme la plus utilisée du côté mobile, là. Tout le monde parle d'Apple, mais des téléphones Android, c'est ça qu'il y a de plus. Déjà quelques mois, quelques années même qui ont dépassé Apple. Bon, là, on parle. Je pense qu'on a quand même fait le tour là, des grandes annonces. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on refasse un peu, boucler la boucle, si on peut dire ça comme ça. Donc, si on revient à la base, Microsoft nous annonce, nous adoptons officiellement, en tout cas du côté de toute l'équipe d'outillage, l'environnement, l'open source, en promouvant la gestion de sources avec Git. On publie le framework .NET dans la communauté. Est-ce qu'il y a autre chose avec le framework.net? Oui, dans le fond, il y a, comment on pourrait dire ça, une sorte de changement de mentalité aussi au niveau de comment on distribue nos applications. Traditionnellement, on installait un Windows Server, ça venait avec une version de .NET. Ou sinon, on installait la version de .NET sur des machines et tout était gacké, tout était, la version, puis chacune des frameworks était installée séparément sur la machine. Quand on déployait des applications, tout le monde utilisait le framework qui était sur ces machines-là. Donc, sur un serveur, on pouvait facilement avoir le framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2. Donc, pour des administrateurs, les gens qui mettent à jour les serveurs, qui maintiennent les serveurs, des fois, ça leur faisait peur aussi là, d'installer une nouvelle version. On a 4 applications différentes. Peut-être que le patch va influencer une des applications, pas les autres.
Donc, c'était un peu l'enfer pour moi, eux. Là. Je peux les comprendre parce que l'équivalent dans l'industrie du .NET Framework, c'est une machine virtuelle qui s'appelle Java, JVM. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà eu à supporter du JVM, mais eux autres, à toute fois qu'ils livrent une nouvelle version, ils brisent. Les versions entre eux autres sont souvent pas compatibles. En tout cas, c'est l'enfer du côté Java. Donc, les gestionnaires, eux autres, ils pensent que ça va être la même affaire avec la plateforme Microsoft. On a beau leur dire non, ils sont totalement indépendants. Chat échaudé qui crée l'eau froide, comme on dit. Donc, puisqu'ils vivent beaucoup de souffrance avec dans le monde Java, il y a des craintes là, des gens d'infrastructure. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire avec le nouveau Core Framework, c'est qu'on va pouvoir déterminer la version, premièrement, juste les morceaux qu'on veut du framework. On va les inclure dans notre projet via NuGet, comme une dépendance qu'on aurait d'une librairie externe. Le framework aussi va être distribué par NuGet, donc on va aller chercher les morceaux qu'on veut. Et quand on déploie sur un serveur ou sur une machine, ça va, les parties du framework vont venir avec à même l'application. Donc, l'application va utiliser ses librairies à elle qu'elle va avoir déployées dans ses répertoires bin à elle. Puis à ce moment-là, ça veut dire que sur un même serveur, si tu as 28 applications qui auraient pris cette stratégie-là, tu auras 28 fois le code du framework qui serait propre en silo pour chaque application. Personne ne se pile ses pieds. Tout le monde peut avoir. Puis en plus, comme tu disais, juste les librairies qu'ils ont besoin. Oui, je pense que c'est ça, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas penser que ça va être 300 MB à chaque application qu'on va vouloir déployer. Normalement, si on regarde les DLL qu'on utilise, on en utilise peut-être une dizaine, une quinzaine, des grosses applications peut-être un peu plus. Mais de toute façon, le nouveau framework aussi va être optimisé pour des librairies plus petites aussi. Donc, ils savent là, que ça va avoir un impact. Donc, ça veut dire qu'on peut déployer notre application sur un serveur où le framework .NET n'est pas installé. Aussi, oui, définitivement. Donc, un serveur plain, là, pas aucun framework installé. Je ne sais pas si ça existe en Windows, là, avec 2008, 2012. Il y a peut-être une version un jour dans le futur. Peut-être la prochaine version n'aura pas de framework installé. Fait que là, on déploie notre application web qui contient tous les packages NuGet, en fait, les librairies de ASP.NET qu'on utilise, puis that's it. C'est ça. Dans le fond, ça va venir, c'est le framework qui va être là, mais aussi le CLR, là, pour ceux qui connaissent un peu. Là, donc, la base pour être capable d'exécuter du code .NET. Le CLR, le JIT, le Just-in-Time Compiler, et puis, donc, le compilateur aussi, par exemple, dans les pages ASP.NET, va être capable de compiler au besoin les pages pour les renderer après. Là. Ça fera pas, comme tu dis, un déploiement de 300 MB de librairie? En pratique, va falloir voir. Là, évidemment, ça, c'est work in progress. Tout est à relatif. 300 MB aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gestionnaires d'espace 10. Là, ça coûte rien. Puis l'enjeu n'est plus là. Moi j'ai connu au début des années, vous avez tous connu ça, au début des années 2000, quand on gackait parce que c'était important de ne pas dupliquer. Puis à un moment donné, on dit, on ne met plus dans le gack, là, on met localement dans chaque. Mais puis là, aujourd'hui, c'est comme... on arrive à dire le framework, on pourrait l'intégrer à même l'application. En fait, on pourrait le faire. Ils permettent de le faire parce qu'oubliez pas que là, le framework est open source. Donc, par exemple, s'il y a une librairie système XML nous, on a un problème, on a un bug, puis on ne veut pas attendre après Microsoft qu'il le corrige, on peut aller chercher le source, on peut aller faire notre modification comme on veut, le compiler à même notre application et le déployer sur n'importe quel serveur. Là. On a le droit de faire ça. Microsoft, avec la licence qu'ils ont mis sur le code du framework, qui est une MIT, en plus de ça, ils ont rajouté ce qu'ils appellent une Patent Promises, donc qui donne les droits vraiment de modifier le code du framework comme on veut, le redistribuer, le revendre, faire en fait tout ce qu'on veut avec. Ça aussi, c'est important, la licence qu'ils ont mis, parce que ce que ça va ouvrir comme porte, c'est la capacité pour toutes les universités où est-ce qu'il y a de la recherche d'utiliser le framework.net comme point de départ pour faire de la recherche du côté des langages, ce qui n'existait pas aujourd'hui parce que beaucoup de recherches faisaient à partir de la machine Java, la JVM, parce que c'est celle qu'on pouvait partir. Puis il y a eu beaucoup d'innovations au niveau des langages. Donc, la JVM était comme la machine, le runtime. Puis là, on créait des nouveaux langages par-dessus, Groovy et ces types de saveurs-là. Mais là, il y a des fortes chances que beaucoup de gens vont se dire, non, on va partir de .NET parce que
qu'on dise comme, en tout cas là, c'est mon point de vue peut-être, nos auditeurs vont peut-être dire Mario, mais moi je considère que le framework.net est beaucoup, beaucoup plus solide que le JVM, mais ça, bon, j'ai des amis dans le monde Java qui me diraient, ben voyons donc, mais il me semble que l'industrie a reconnu ça depuis de nombreuses années maintenant. Donc, pour des chercheurs, ça va peut-être beaucoup plus intéressant de partir de ça comme point de départ. Puis ce que tu dis aussi, c'est intéressant parce que ça ne sera pas juste dans les universités, mais est-ce que vous avez... Des compagnies, des les compagnies ou juste Mono, vous connaissez Mono? Oui. Vous en avez déjà entendu parler. Donc, une implémentation qu'une équipe a faite de .NET qui marche sur Linux. Bon, mais ces équipes-là aussi ont dit, vu que la licence maintenant est permissive comme ça, on va pouvoir aller voir comment que ça a été implémenté dans le vrai framework.NET et rapatrier ça dans les endroits où ce que Mono est pas complété. Là. Mono est pas complet sur Linux. Ouais. Ils vont servir du code .NET pour mettre dans Mono et vice-versa aussi. Ils peuvent se permettre de prendre, nous autres, sur Mono, on sait comment ça roule sur Linux. On a l'expérience de faire rouler un framework .NET sur Linux. Donc, on va aller faire des pull requests. On va aller aider à compléter le cross-platform, le fameux cross-platform. C'est une symbiose super intéressante parce que Microsoft gagne en utilisant l'expérience justement des équipes qui ont développé Mono puis qui le maintiennent, donc Xamarin et compagnie. Puis ces équipes-là vont pouvoir alimenter le Mono plus rapidement qu'ils font présentement. Puis en bonifiant tout le temps la plateforme Linux comme ça, parce que la plateforme Linux, elle est quand même, c'est une plateforme très stable qui marche bien. Là. J'ai mes choses que j'aime pas du côté de la machine virtuelle Java, mais je reconnais quand même que Linux, c'est fiable, ça marche très très bien. Puis il n'y a rien qui ne dit pas que dans 10 ans ou 15 ans, le standard, ça sera plus juste 30%, mais ça sera peut-être 70% de tout ce qui est serveur qui va rouler sur Azure chez Microsoft sera basé sur du Linux. Parce qu'à l'intérieur, grosso modo, tu vas avoir finalement l'intégration de ce qu'on trouvait qui était ce qu'on aimait qui venait du monde Windows, qui aurait été juste transporté et fonctionnera aussi bien cette plateforme-là. Au niveau des serveurs, oui. Je revenais un petit peu sur le commentaire que tu as fait tout à l'heure, là, tes amis du monde Java ou du monde open source là, qui ont une vision négative de Microsoft. Là. Microsoft est l'empire du mal et qui écrivent Microsoft avec le S, dollar, un signe de dollar, là, tu sais, ce genre de monde-là. Comment tu penses qu'ils réagissent présentement, là, ou toi, Pascal, as-tu eu des discussions avec des fervents... Pas de discussion directe, mais j'ai quand même lu beaucoup de commentaires sur Internet, puis ils ont un peu moins d'arguments, mettons, pour dire Microsoft est mauvais. Ils se disent, bon, OK, on va attendre, on va voir, c'est peut-être encore un piège pour nous prendre contrôle et tout, mais... Ils se sont tous dit « Wow, je m'attendais pas à ça. » Ils ont été surpris. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se disent « Ça vaut peut-être la peine de regarder un petit peu, finalement. Il y a peut-être quelque chose de bien là-dedans. » Donc, il y a beaucoup d'énergie quand même. Là. Il y a encore un peu de négatif, mais c'est assez intéressant de voir ça. Les gens qui ont une vision un peu négative, eux veulent rester sur leur position. Donc, souvent, leur façon d'essayer de garder une cohérence là-dedans, c'est qu'ils se disent « Ah, c'est juste la preuve que Microsoft sont sur le bord de la faillite. Ça va tellement mal que maintenant, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour sauver les meubles. » Puis ces gens-là, quand je leur dis « Mais vous rendez-vous compte que Microsoft continue à faire des milliards de dollars? Là? Il y a une plateforme qui s'appelle Azure. Là. Ils sont dans une game qui est un petit peu plus vaste que juste rouler un système d'exploitation sur une machine, sur une boîte Linux. Là. Mais souvent, ces gens-là sont restés comme il y a dans les on fait en joke souvent, on va dire qu'il y a des gens qui sont restés dans les années 70, mais il y en a qui sont restés dans les années 90. Est-ce que la perception de Microsoft peut changer? Justement, de ces gens-là. Pas eux, mais les enfants, eux autres, tu sais, c'est Sacha Guitry qui disait comment on fait une révolution, on attend que les vieux meurent, puis c'est les jeunes qui prennent leur place. Puis les jeunes, eux, vont... puis d'ailleurs, c'est souvent la joke que je dis, il y a combien de groupes d'informatique aujourd'hui qui sont dirigés par des
des baby boomers, en guillemets, des gens de 55 ans et plus, qui tout ce qu'ils attendent, c'est leur retraite. Donc, eux, ils veulent pas adopter le cloud parce que c'est un gros effort, c'est du changement. Du changement, oui. Puis, ceux qui vont... Mais un jour, ils vont aller à la retraite, là, dans les 3 prochaines années. Au Québec, entre autres, dans les 3 prochaines années, c'est encore 30%, 40% des gens qui sont sur le marché du travail qui vont aller à la retraite. Les jeunes, ils vont prendre leur place. Eux, vont faire des calculs vite, vont dire, hey, ça coûte 10 fois moins cher être sur un cloud. Qu'est-ce que je fais? Héberger des serveurs dans mon data center. Pour chaque 10 $, ça m'en coûterait juste un. Les autres vont faire le calcul, ils vont aller chercher les rendements, puis ils vont aller chercher les promotions, ces gens-là. Mais c'est les jeunes, c'est ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, quand ils vont rentrer en poste à 35, 40 ans, puis qui vont faire cette révolution-là. Puis malheureusement, c'est toujours comme ça. C'est des jeunes de 15 ans qui utilisent les téléphones qui, eux, vont trouver tout à fait normal tout à l'heure d'avoir tout leur parc informatique d'applications sur un téléphone. Pas forcément d'avoir besoin d'avoir un gros PC. Ouais. Même quand on va leur expliquer que la compagnie fournissait un PC puis te forçait à travailler au bureau, ils vont nous regarder en disant « Vous êtes sérieux, là? » Mais est-ce qu'on est surpris des changements que Microsoft fait? Ben moi, je pense que c'est des bonnes. C'est une bonne stratégie. Mais est-ce que tu as été surpris de ces annonces-là? Là? Ben, Guy, nous, à cause de notre privilège, est-ce qu'on a beaucoup d'informations à l'interne. Tu as eu l'information avant toi. Il y a un an, bon, OK. Est-ce que j'ai été surpris? Franchement, moi, non. Parce que, ayant été impliqué depuis 2005-2006 à aider la transition à l'intérieur de Microsoft pour l'adoption de l'open source, pour l'adoption justement de l'agilité. Donc, l'équipe de Brian Harry, donc l'équipe qui développe les outils, moi, je les ai vus adapter la philosophie open source dans certains groupes rapidement, là, dès 2008-2009. Puis je savais que de toute façon, c'était un peu comme... Le mot guerre est peut-être trop fort, mais il y avait des tensions internes. Tu avais des groupes qui ne voulaient pas, puis tu avais des groupes qui voulaient beaucoup. Puis c'était clair dans les derniers 18 mois que le groupe qui voulait beaucoup gagnait. C'était eux qui émergeaient comme étant « nous avons gagné ». Pourquoi? Parce que le modèle d'affaires de Microsoft se juxtaposait bien avec ça. Donc, ceux qui voulaient vraiment la position plus propriétaire ont tout simplement lâché prise. C'est plus tenable parce qu'il n'y a pas de rendement économique derrière. Et là, avec le départ de Ballmer puis la venue du nouveau CEO, ça l'a complètement confirmé, cristallisé cette direction-là, puis c'était très clair. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la vitesse avec laquelle Microsoft fait le changement. Ouais. C'est-à-dire c'est un gros bateau, Microsoft. C'est 65 000 employés. Avec l'achat de Nokia, là, c'était quasiment 100 000 employés. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu bouges rapidement. Ça fait longtemps. Et en quelques mois, on voit en tout cas, la tête a décidé, OK, la direction maintenant du bateau, c'est là. Puis là, on tourne le bateau. Puis ceux qui ne suivent pas, qui restent alignés, ils font bouger de sauter à l'eau parce que le bateau n'est plus là, il est bougé. Puis et ils vont bouger complètement la compagnie pour l'aligner là. À quelque part, on a déjà connu quelque chose d'un peu similaire en 1994, quand Bill Gates avait écrit son fameux mémo à tous ses employés, mais à l'époque, il n'y avait pas 65 000 employés, il y avait quoi? 94, il y avait peut-être 10 000 employés chez Microsoft. Quand il avait dit « l'Internet va être au cœur de nos préoccupations parce que c'est important. » Lui, il venait de découvrir fin des années 93, début 94, que Microsoft ne pouvait pas ignorer Internet. Et là, il a bougé le bateau et il a réaligné complètement Windows 95 pour qu'il fonctionne avec l'Internet. C'était un gros changement. Même chose à un moment donné au niveau de la sécurité. Là, quand Microsoft se sont aperçus que c'était un problème Puis majeur. Tu vois, ce changement-là que Microsoft a fait au niveau de la sécurité en 2000, c'est où est-ce que ça va les payer beaucoup? Puis, en tout cas, je vais mettre mon petit chapeau de monsieur. Mario fait ses prédictions. Une prédiction que moi, je vous annonce. On parle tout que Android est maintenant le système d'exploitation le plus utilisé sur la planète. Les téléphones, c'est le nouvel ordinateur du futur. C'est déjà ça. Il va y avoir un jour, on va passer beaucoup... déjà, on passe beaucoup plus de temps que notre téléphone, que notre PC, et on va faire des choses de plus en plus productives. Pas juste consommer, mais créer. Et moi, je vous annonce que dans les prochains 24 mois, il va commencer à avoir beaucoup d'attaques de sécurité sur Android. Il y en a déjà, mais là, il va y en avoir des publics. C'est-à-dire que les gens vont prendre conscience de dire « Wow, c'est dangereux pour ma propriété privée. » là, mais
Et Microsoft, eux, leur Windows Phone, il est très sécure et ça va peut-être être le Edge qui va leur permettre de reprendre des parts de marché. C'est drôle parce que sur The Register, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, ils ont publié un article, ils relayaient l'information qu'un analyste disait que, justement, exactement ça, là, que Windows Phone allait être la plateforme numéro 2 ou numéro 1 d'ici quelques années, justement à cause des problèmes de sécurité potentiels là, chez Android. Parce que les enjeux de sécurité, Microsoft ils ont bien fait, puis ils l'ont vécu avec Windows. Ils savaient c'était quoi, se faire attaquer systématiquement à tous les jours. Donc, ils ont construit le système d'exploitation en conséquence. Ça coûtait plus cher, c'était plus compliqué, mais ils construisent comme ça, puis ça va leur permettre de pouvoir, en tout cas, moi, je pense que les gens vont devenir très, très, très sensibles à est-ce que mon information à moi, elle est sécuritaire ou quelqu'un peut venir la chercher. Peut-être que je me trompe, en tout cas. Ah, on va s'en reparler dans 2 ans. L'avenir va nous le dire. Toi, Pascal, as-tu été surpris par toutes ces annonces-là? Surpris, oui puis non. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que ça fait longtemps quand même que quelques personnes quand même assez connues chez Microsoft. Il y a des gens qui ont été chez Microsoft justement pour faire ces changements-là. Donc, on le voyait petit à petit, tranquillement, pas vite, au fil des années. Puis là, ce que je pense qu'on voit présentement, c'est l'accélération. C'est vraiment, OK, c'est beau, on a vraiment notre direction, on s'en va vers ça. Faut comprendre, ça sera pas tout Microsoft qui va être open source. Je penserais pas qu'un jour Windows soit open source. Peut-être que oui, je ne sais pas, on ne le sait pas encore. Par exemple, Windows Phone, ou en tout cas le Windows unifié, qui va rouler sur les tablettes, les téléphones, je douterais que Microsoft un jour le mette open source parce que ça reste... en tout cas, ça créerait l'opportunité à des compagnies de faire des téléphones ou des tablettes Surface. Microsoft n'aurait pas avantage à faire ça. Ils doivent quand même protéger leur... De la même façon qu'Apple ne mettra pas leur système d'exploitation dans le domaine public demain matin. C'est surtout le problème de la fragmentation comme Android. Il y a combien de devices maintenant? Là? Il y en a plusieurs milliers différents, plusieurs versions de l'OS. Donc, 40 000. 40 000? Ou à un moment donné, ils vont peut-être se dire, on peut le mettre open source parce que de toute façon, les gens, ce qu'ils achètent, c'est le fabricant. Mais plus qu'open source, peut-être qu'à un moment donné, Windows va être tout simplement gratuit. Ouais, je pense que oui. Tout simplement gratuit parce que maintenant, l'OS, là, c'est plus... c'est plus un enjeu. De toute façon, essaye donc d'acheter un système d'exploitation Macintosh. Ben, ça prend... faut que tu achètes la machine. Donc là, si tu veux avoir un système d'exploitation Windows, ben achète une tablette Windows, un téléphone Windows. Et les updates vont être gratuits. C'est déjà comme ça. Mais c'est déjà... Ouais, c'est pas déjà comme ça pour les tablettes, toutes les devices en bas de 9 pouces. Oui, pour les manufacturiers. Pour les manufacturiers. L'OS est gratuit. Okay. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui achètent présentement, je sais pas moi, un appareil, ben là, faut que tu payes pour les updates, tout ça. Peut-être que ça va tout simplement être gratuit par la suite. Tu achètes une machine Windows, après ça, les updates. J'ai l'impression que ça va peut-être être plus un subscription. Donc, on a déjà on paye par mois ou par année pour certains services. Je pense que c'est ça, c'est service, device et service. Ouais. Peut-être ton service va être aussi pas juste le système d'exploitation qui se met à jour, mais le support s'il brise, en tout cas, donc une espèce de formule là, qu'on essaie toujours de nous vendre dans les magasins d'électronique. Voulez-vous acheter le support pour 1 an, 2 ans? Que j'achète jamais parce que c'est une poigne. Ben, on te le vend beaucoup trop cher. Mais la majorité des gens ne savent pas la valeur de ce que ça vaut. Donc, eux autres sont prêts à payer 17 $ de plus ou 24 $ de plus. En tout cas, c'est intéressant de voir l'évolution du marché. En fait, puis aussi, ce qu'on voit, là, c'est un retour chez Microsoft au Developer Love. Là. Je pense que pendant plusieurs années, là, le développeur a été mis de côté. Le développeur sur le stack Microsoft a été mis de côté un petit peu, a été barouetté. Il y a beaucoup de développeurs qui ont mis tous leurs œufs là, sur certains outils ou certaines plateformes Microsoft, Silverlight par exemple. Là, avec Windows 8, c'est WinJS, WinRT, tout ça.
En tout cas, il y a beaucoup de développeurs Microsoft qui ont été échaudés. Là, je pense qu'on voit là un peu plus le retour là, du développeur là, que Ballmer disait. Le fait aussi d'être en open source, souvent, c'est qu'on va voir les annonces d'avance. On va savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ça va être plus facile que juste d'attendre l'annonce. Bon, en passant, les 3 prochaines années, vous allez tous développer sur telle plateforme. Je pense que ça va être de moins en moins ça. On va le voir d'avance, puis ils vont permettre aussi aux développeurs de contribuer un peu aussi. Là. L'écosystème autour là, des projets open source, là, c'est un peu ça. Là. Des fois, il y a des petites organisations qui vont venir combler les trous, les manques. C'est très habile. C'est important que ces compagnies-là comprennent que c'est habile de faire ça. Pourquoi? Ils profitent de tout l'avantage que ça fait de l'SMH, des gens qui viennent justement contribuer. Et l'argument initial qui disait « faut pas faire ça parce qu'on va créer des compétiteurs les compétiteurs sont pas capables d'embarquer dans leur marché. Ça demande beaucoup trop d'investissement. Il y a des barrières d'entrée qui sont hautes que ça. Le meilleur exemple qu'on peut vous donner, vous connaissez la compagnie Tesla qui fait des voitures électriques. Voitures électriques. Ils ont annoncé l'an dernier que tout leur savoir-faire au niveau des batteries, ils le mettaient dans le domaine public. Parce qu'eux autres se sont dit « écoute, de le mettre dans le domaine public, on va favoriser un SMH, on va favoriser justement une communauté qui va faire bonifier parce que les batteries, c'est un enjeu majeur. Et même si une compagnie dirait, bon, mais moi, je prends ça, et à partir de ce savoir-là, je vais essayer de créer l'équivalent de Tesla, ben, il y a d'autres barrières d'entrée qui sont grosses. Il faut créer un réseau de distribution, il faut que tu sois capable de construire des autos. En tout cas, il y a un paquet de choses qui font que c'est pas n'importe qui va entrer. Donc, ils ont tout avantage à le faire. Puis je pense que Microsoft fait la même lecture. Ils se disent, je peux bien mettre mon framework.net dans le domaine public. Demain matin, il n'y a personne qui va créer un nouveau framework. Ce qui, essayer de le vendre. Ce qui, dans la fin des années 90, les gens croyaient que c'était ça la compétition. Alors, je veux pas parce que là, tu sais, Sun à l'époque valorisait beaucoup leur framework Java en disant, ben ça vaut tant, c'est des millions de dollars. Puis on le voit là quand il est arrivé le temps, puis ça allait pas bien, puis que Oracle a repris le contrôle sur la machine virtuelle Java. Ben ils n'ont pas payé une si grosse fortune parce que la vraie valeur de ces produits-là est pas tant dans le produit lui-même que dans tous les autres produits à côté qui permettent de générer. Dans le cas, par exemple, de Sun, c'était d'être capable de vendre des serveurs. Puis eux, leur défi, c'était d'avoir des serveurs encore là, c'était des bons serveurs, puis avec le bon prix, Puis c'est ça qu'ils ont eu de la misère à soutenir avec les années. Écoute... c'est quand même des moments intéressants là, dans l'évolution là, de cette compagnie-là. Mais c'est pour nos auditeurs qui travaillent chez une compagnie qui serait un partenaire à Microsoft, pour eux, c'est important de bien lire ce qui se passe. Parce que eux, quand tu es un partenaire à Microsoft, ça veut dire que tu as une petite souris, très, très, très petite souris à côté d'un gigantesque éléphant, que tu t'es décidé où t'es la petite mouche qui vit sur l'éléphant, mais donc quand l'éléphant bouge, t'es mieux de t'aligner, parce que si tu t'alignes pas comme il faut, peut-être qu'il va bouger un pas puis il va être écrasé. Donc, si tu es par exemple un partenaire à Microsoft, puis que il faut que tu comprennes que le modèle de Microsoft, maintenant, on fait de l'argent à vendre du cloud, à vendre du Azure. Des services. Donc, c'est ça, là. Si tu as mis tous tes œufs dans SharePoint, ça va être une série de services maintenant, là, payables au mois. Là. Si ton modèle d'affaires, c'est moi j'installe des SharePoint, mais tout à l'heure, personne ne va installer un SharePoint en entreprise. Là. Il n'y a pas de modèle d'affaires là. Donc, il faut que tu changes ton modèle d'affaires. Puis, c'est important là, pour... Et puis les développeurs, tu sais, le modèle historique était de dire, je fais du développement custom et Microsoft va m'aider à pouvoir rentrer chez des comptes majeurs pour faire du développement custom. Je ne dis pas que ça n'existera pas encore, mais faut comprendre que si ton développement ne favorise pas d'achat par ce fournisseur-là, par cette compagnie-là de services Azure, Microsoft, ils ne seront pas bien enclins à vouloir t'aider parce que eux, l'argent, elle vient d'Azure. Elle vient pas ils n'ont pas de royauté qui viennent de ton contrat à toi, là, même si c'est un gros contrat d'une couple de millions de dollars. Là. Donc, comprendre la game, comme on dit, en bon québécois. Ouais. Écoute, Pascal, on te remercie beaucoup.
Ça fait plaisir. Ça a été intéressant comme discussion. Ouais, merci de m'avoir invité. Puis même une discussion assez chaude parce que c'est tout nouveau, ces annonces-là. Oui. Puis on voit juste là, je pense, la pointe de l'iceberg. Là. C'est pour ça qu'on a chamboulé un peu notre horaire parce qu'on voulait en parler là maintenant. On va probablement revenir dans 6 mois, 1 an. Je pense que les impacts de ce qui est annoncé, ça va se sentir surtout moyen long terme. Là, on va voir vraiment, c'est pas mal différent de ce qu'on avait vu il y a une dizaine d'années de ça. Oui. Puis dans 2 ans, on va reparler de tes prédictions, Mario. Oui. Même avant 2 ans, on va probablement déposer. J'étais dans le champ. J'avais encore rien compris. Donc, oui, il faut rester humble. Mais écoute, nous, je vais profiter de la fin de l'émission peut-être pour souhaiter un joyeux temps des fêtes puis une bonne année parce qu'on va revenir juste en janvier. Joyeux arbre de lumière. Oui. Et de vie et d'autres choses. Puis profitez du repos, en tout cas, profitez du temps passé avec votre famille, ça qui est le plus important. Puis comme je disais, on vous revoit début janvier pour une autre émission. 2015. Oui, une autre année. Bye-bye. Salut. Bye.